Leur histoire d'amour et de liberté s'est écrite en voiture, au cours d'un long périple de 4000 km à travers l'Europe. Un jour de 1971, Marion s'est évadée dans une vieille 403 immatriculée en Normandie. Louis était déjà au volant. C'était vraiment l'aventure de ma vie et de la tienne aussi, je pense. Oui, bah, la vitesse est limitée à 30 km/h. Ici. Oui, Bon, je vais faire demi-tour ici. C'était au temps lointain où un rideau de fer déchirait l'Europe. Les voitures ne parlaient pas encore. Ça, dans la 403, on ne vous disait pas que c'était limité à 30 km/h. Non, 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 elle se taisait. Je crois qu'on peut aussi lui couper. On était tranquille au moins quand on conduisait. Attention Louis, il y a une voiture derrière. Demi-tour donc. L'histoire d'amour débute en 1970 à Leipzig, une vitrine de la jeune République démocratique allemande. Louis est un étudiant normand venu trouver le dépaysement dans cette grande ville un peu grise d'Allemagne de l'Est. Il rencontre Marion Winter, une étudiante allemande au caractère affirmé. Elle a 20 ans, elle se sent à l'étroit dans le moule socialiste. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai dit à Louis, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars. Et c'est là qu'entre en scène la Peugeot 403. Elle sera le sésame vers la liberté. Mes parents, ils nous avaient mis la voiture à disposition. Ils l'avaient fait transformer donc, chez un maréchal ferrant de Guéron, près de Bayeux. Je ne sais pas trop ce que mon père lui avait dit. Donc il avait découpé la plaque métallique qui séparait l'habitacle du coffre, et il avait soudé une autre plaque métallique, une trentaine de centimètres en arrière, réduisant le volume du coffre en conséquence. Mais ça ne se voyait pas trop pour quelqu'un qui ne connaissait pas bien la 403. Un jour d'août 1971, un télégramme parvient en Normandie, chez les parents de Louis. Marion est bien passée à l'ouest. Le coup a réussi. Je n'ai jamais rien regretté, rien. Rien ne m'attachait à ce pays. J'ai passé une jeunesse avec des copains, on rigolait beaucoup, on chantait beaucoup. Je ne dis pas que j'étais malheureuse dans mes relations, c'est pas ça du tout. Mais c'était un pays dans lequel je ne respirais pas. Cette armée populaire impeccable est pour la RDA la gardienne de la patrie socialiste. La conscience des gens, c'est un capital à ne pas laisser dormir. Rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est le premier livre des petits-enfants en cours préparatoire. Oui. Dès les bancs de l'école, la RDA apprend à être cette société attentive, appliquée, fière de ses réussites. Ça, c'est le lever du drapeau. C'était une cérémonie hebdomadaire. Jugendweihe, traduction littérale, consécration de la jeunesse. Et puis chaque classe arrivait en bloc, vous savez, au pas. Toc, toc, toc. C'est une sorte de confirmation laïque et marque l'entrée solennelle des jeunes de 14 ans dans leur vie de citoyens de la République démocratique. Je signale que la classe est prête à l'appel. Et puis on repartait. En plus des études et de la spécialisation choisie plus tard, il y a naturellement l'enseignement de base du marxisme-léninisme. Les enfants étaient mis sur la ligne du parti du début jusqu'à la fin. En public, il est prudent de surveiller ses propos. La langue de bois s'impose à tous. Je voudrais dire ceci, que je suis non seulement heureux de faire mon travail et d'exercer cette responsabilité syndicale. Non, mais si on était resté là-bas, toi, tu aurais fini par avoir des ennuis dans ton travail parce que tu ne peux pas la fermer. Je suis aussi très heureux de pouvoir vivre dans cet état de RDA. Je suis certaine que si j'étais restée là-bas, un jour je serais allée en prison. J'aurais eu plein d'ennuis. La RDA a tous les attributs de l'État totalitaire. Sa police politique, la Stasi, est un monstre invisible qui s'immisce partout, qui écoute.
qui surveillent. On ne pouvait pas faire confiance aux personnes que l'on fréquentait. On ne pouvait pas lire ce qu'on voulait. On savait que dans chaque groupe, il y avait des personnes qui rapportaient vos faits et gestes. Tout le monde le savait. C'est absolument insupportable. Le mur de Berlin symbolise alors la fracture de l'Europe. Un rideau de fer sépare hermétiquement les deux blocs. Il est conçu pour interdire tout exode vers l'ouest. À Leipzig, dans le plus grand secret, les amoureux ont fomenté une évasion. Le 4 août 1971, Marion se rend en Hongrie, munie d'un visa en bonne et due forme. Elle prétexte des vacances au camping. En Normandie, Louis prend le volant de la 403, direction la Hongrie. Juet-Mondet-Budapest, cela fait 1800 km. La voiture a consommé 8,3 litres au 100, écrit-il. Marion est bien arrivée. Tout a l'air de se passer comme prévu. Au camping, voici venu l'instant crucial. La cachette sera-t-elle assez grande ? Le maréchal Ferrand avait aussi coupé une partie des ressorts du dossier qui était à vif. Et la première fois qu'on lui a voulu fermer le dossier, ça n'allait pas, quoi. Ça piquait dans le dos. Mais ça aurait pu échouer parce qu'il manquait 10 cm. Hein. Au 5. Le 10 août, la 403 met le cap au sud. La frontière avec la Yougoslavie est réputée moins surveillée. À Szeged, avant le grand saut, Louis écrit à ses parents. Au cas où ça n'irait pas, mettez-vous en contact avec les affaires étrangères par l'intermédiaire de la préfecture afin de me faire libérer aussi vite que possible. Nous avons un peu peur. Dans 1 heure ou 2, nous serons fixés presque définitivement. Je savais qu'on allait arriver à la frontière bientôt. J'étais évidemment complètement dans le noir. La seule crainte que j'avais, c'est que je tousse dans la cachette. Un Hongrois a ouvert le coffre, a jeté un coup d'œil assez rapide, et ça s'est arrêté là. Après avoir franchi la frontière, on ne s'est pas mis à crier ou à jubiler. Enfin, comme... Non, on était tout calme, serein, concentré. À Belgrade, au consulat d'Allemagne de l'Ouest, Marion obtient un nouveau passeport en moins d'1 heure. Mais il reste une dernière frontière à franchir. Faut-il tenter le diable en réutilisant la cachette ? 2 ou 3 kilomètres avant la frontière, nous avons décidé de nous séparer. Donc je me suis arrêté au bord de la route. Marion est descendue. Elle a poursuivi son chemin à pied, comme une autostoppeuse. Et c'était en pleine nuit, à minuit. Les gardes frontières sont émus en voyant cette jeune femme seule dans la nuit. Ils lui proposent de se mettre à l'abri en attendant qu'une voiture se présente. Tiens, justement, voici une Peugeot 403. J'ai demandé à la jeune fille où elle voulait aller. Donc elle m'a indiqué la ville de Gießen. Et puis je lui ai dit, sans excès d'enthousiasme particulier, je lui ai dit bah oui, dans ce cas-là, bon, très bien, je vous prends. Et depuis, vous faites la route ensemble ? Absolument, voilà. On ne se sépare jamais. La vitesse est limitée à 50 km par heure. Mais la route sera encore longue. Il faudra des années pour voir enfin le rideau de fer s'effondrer. En 1989, la population est-allemande ose défier le régime. La ville de Leipzig, où a grandi Marion, est alors le premier foyer de contestation. Nous avons acheté à la foire de Caen une parabole, une antenne parabolique. Et nous étions collés devant la télé tous les soirs. C'est une très très forte émotion, la peur. Les forces de l'ordre dispersent à coups de matraque les manifestants.
C'était vraiment la solution la plus probable à l'époque qui tire dans le tas. Et puis en quelques heures, c'est le destin de tout un peuple qui bascule. Lorsque le mur est tombé, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'en pleure encore. C'est vrai. C'est très, très, très fort. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23 h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. C'était une explosion de liberté et c'est ça qui est impressionnant. Mon histoire, là, moi, bon, c'est une petite histoire. Mais la chute du mur, C'est l'histoire, avec un grand H. Ouais.